Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a décidé d'être gentil avec vous. On vous donne un exercice facile comparativement à ce qu'on propose d'habitude. Ça ne signifie pas que tout le monde pourra trouver. Il faut quand même calculer un petit peu, mais c'est moins, ça va nécessiter moins de travail de votre part que d'habitude. Donc le trait étau noir, c'est une partie entre les joueurs Inkiev et Bajovic, jouée en 1982 à Plovdiv. Le trait étau noir, donc, nous vous invitons à mettre en pause la vidéo et à trouver cette petite tactique finale avant de comparer votre trouvaille avec la partie qui va vous être présentée par Romu. Alors, effectivement, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe et de lister un peu les forces en présence. On voit que les noirs, pardon, sont clairement en position de force avec une dame sur H4 qui fait face au roi H1. On voit les deux tours qui sont fortement implantés dans le camp des blancs et qui balayent la deuxième et la troisième rangée. Donc notamment la tour A2 qui a dans son viseur par rayon X également le pion H2 et la tour A3 qui elle pourrait viser éventuellement la case H3 un jour. Cette case H3 est surveillée pour l'instant par le fou G2 qui fait un peu office de barrage à l'action de la tour A2 qui empêche notamment le mat sur H2 par dame prend H2. Le cavalier F6 est pour l'instant un peu en retrait, mais on sent qu'il pourrait éventuellement se joindre à l'attaque. Alors il faut prendre des précautions bien évidemment parce que si il venait à bouger immédiatement, les blancs joueraient le surprenant dame prend G7 mat. Donc il faut faire un peu attention, mais ce cavalier reste quand même en F6 à proximité du roi blanc et peut-être pourrait intervenir si possible sur un échec de façon à ne pas laisser les blancs faire mat sur G7. Le fou en B7 est quant à lui sur la même diagonale que le roi blanc, mais sa diagonale est fermée par le pion D5 et le fou G2 bien sûr qui fait face. Pour le moment, on ne voit pas trop comment cette diagonale pourrait s'ouvrir parce que le pion D5 est vraiment bien protégé par le fou G2, la dame D4 et la tour D1. Mais on ne sait jamais, c'est quand même toujours intéressant d'avoir une pièce dans le viseur, qui a dans son viseur pardon, le roi adverse. Les blancs ont donc le roi, on l'a dit, est vraiment coincé en H1 avec sa dame, la dame noire qui lui fait face, la tour A2 qui converge, son action converge vers le pion H2. Et autour de ce roi blanc se trouve donc le fou G2 et la tour G1. Donc le fou G2, on a bien compris, protège le pion D5, donc défend la diagonale et également la deuxième rangée. La tour G1 protège un peu le fou G2, mais n'a pas vraiment de rôle trop important. La tour D1 n'a pas vraiment de rôle défensif puisque elle défend un peu le pion D5, mais c'est pas quand même quelque chose d'incroyable. La dame D4, elle, est plutôt en apparence bien placée puisque elle défend le pion D5 qui est très important, mais également a dans son viseur le pion G7 qu'elle peut viser en collaboration avec le cavalier E6 qui est bien incrusté dans le camp noir et qui donc a dans le viseur le pion G7. Donc quand même, juste un simple coup d'œil dans la position nous laisse penser que les noirs sont quand même en position de force et que le moment décisif approche et même est imminent parce que les pièces sont trop bien placées chez les noirs pour qu'il n'y ait pas de tactique. Et surtout, on est vraiment en supériorité numérique puisqu'on attaque avec la dame, les deux tours et éventuellement le cavalier F6, donc ça fait 4 pièces, alors que le pauvre roi blanc n'est protégé que par le pion H2 et le fou G2. Donc 4 pièces qui attaquent, 2 pièces qui défendent. A priori, on peut caresser l'espoir de s'en prendre avec succès au roi blanc. Alors, comme d'habitude, lorsqu'on cherche le moment décisif et qu'on cherche la pointe finale qui va mettre fin à la partie, on regarde les coups forçants et donc les échecs en premier. Il y a un échec qui est disponible, c'est le coup de dame prend H2,
qui a l'air au premier abord très surprenant pour le coup, puisque ça sacrifie la dame, mais qui a le mérite d'attirer le roi sur la même rangée que la tour A2, ce qui a pour conséquence de clouer le fou G2, et ce qui a aussi pour conséquence d'attirer le roi sur H2, qui est une case d'échec pour le cavalier F6. Le fameux cavalier dont on rêvait qu'il intervienne à l'attaque. Donc ici, maintenant qu'on a sacrifié la dame, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On continue avec cavalier G4, échec. On voit que le roi n'a pas possibilité d'aller sur la troisième rangée à cause de la tour A3. Donc le seul coup, c'est roi H1. Et là, on voit que maintenant, on a le cavalier en G4, la tour en A2 et la tour en A3 qui attaque. Et il y a seulement le fou G2 qui s'oppose à cette attaque. On note que si le fou G2 disparaissait, la tour A2 pourrait se rendre sur H2 et faire un joli mat. Donc comment faire disparaître le fou G2? Toujours pareil, on regarde les échecs en premier, et par chance ou par talent, les noirs ont le coup tour H3, échec, qui force fou prend H3, seul coup. Et maintenant, mission accomplie, la deuxième rangée a été libérée, et la tour A2 se fait un plaisir de se rendre sur H2 pour faire mat. Bon, limpide et efficace, hein. Voilà, on a été sans bavure. Alors, pour ceux qui auraient imaginé une autre fin possible, on aurait pu penser au coup cavalier G4 dont tu nous as rapidement parlé, qui menaçait mat en H2, qui menaçait des choses pas très plaisantes pour les blancs en F2, mais attention, il n'y a pas échec, et donc dans ces cas-là, ce sont les blancs qui appliquent leurs menaces, et on comprend une nouvelle fois la force de développer votre attaque en faisant échec. Pendant ce temps-là, pendant que l'adversaire est obligé de parer l'échec, il ne peut pas développer sa propre attaque. Donc effectivement, il fallait passer par cet échec, et ensuite tu nous as tout bien expliqué. On a bien compris la puissance de cette armée et de la coordination des pièces, notamment les deux tours et le cavalier. Donc merci Romu pour cette petite pépite de fin de partie, avec un mat spectaculaire quand même, mais qui encore une fois n'était pas le plus difficile de ce qu'on a présenté sur la chaîne, mais on s'est dit qu'il en fallait pour tous les goûts et surtout pour tous les niveaux. Donc on vous remercie de liker la vidéo si elle vous a plu, bien évidemment, de vous abonner à la chaîne afin de recevoir les notifications et chaque jour les nouvelles vidéos. N'hésitez pas également à commenter ou à nous faire part de vos remarques ou des idées que vous avez pu avoir en réfléchissant sur cette position. On vous dit à très vite sur notre chaîne. Au revoir, à bientôt.